Ravi de vous savoir nombreux à nous suivre. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans la grande édition d'information de ce mercredi 20 novembre 2024. Tout de suite, les titres. Le président du CNT, Dr Dansa Kourouma et sa suite poursuivent leur tournée à l'intérieur du pays. Un accueil chaleureux a été réservé à la délégation du Conseil national de la transition dans la ville aurifère de Sigiri. L'objectif de la mission reste le même, expliquer le contenu de l'avant-projet de la nouvelle constitution à la population de l'arrière-pays. Compte rendu de notre correspondant régional à suivre dans ce journal. Phénomène de kidnapping à Conakry, l'heure est grave et l'inquiétude grandit chez les citoyens. Pas plus tard qu'hier, un opérateur économique a été enlevé par des hommes armés pendant qu'il revenait de la mosquée. Ses ravisseurs, avant de s'enfuir, ont également ôté la vie à un motard. L'opération d'enlèvement s'est déroulée à Koloma Soloprimeux, un témoin oculaire nous rejoindra dans ce journal pour nous expliquer comment s'est déroulée la scène. Fini les titres. Encore une fois, bonsoir et bienvenue. Ce mercredi 20 novembre 2024, le président du Conseil national de la transition a été accueilli par les populations de Sigiri. Les autorités à tous les niveaux ont marqué leur présence sur les lieux pour montrer leur attachement aux idéaux du CNRD. On suit le film de l'événement avec notre correspondant régional Moussa Berodou Kondé depuis Sigiri. Qu'un accueil chaleureux a été réservé à la délégation du président du Conseil national de la transition, Dr Dansa Kourouma. Nous vous rassurons du soutien indéfectible et de l'adhésion de la population de Sigiri à la politique de refondation du journal de corps d'armée Mamadi Doumbouya, auquel nous rendons un hommage en cette occasion. Le préfet de Sigiri a salué cette visite tout en appréciant l'avant-projet de la nouvelle constitution. Une population qui vous accueille dans la tradition mandingue, à cœur et à bras ouverts, non pas seulement comme président du CNT, mais aussi comme fils du terroir et citoyen d'honneur avec tous les droits et les privilèges qui s'attachent à ce statut dont vous méritez. Un honneur bien mérité car vous vous trouvez ici au cœur de l'ex-empire du Mali, où votre aïeul, Sakoli Kourouma, a joué un grand rôle dans l'histoire de ce berceau de civilisation. Dans sa prise de parole, Dr Dansa Kourouma a salué la détermination des citoyens de Sigiri. Ma délégation et moi, voudrais-je dire, et je l'ai dit dans mon discours, dans la langue de terroir, c'est la preuve éloquente de l'adhésion de la population de Sigiri au programme du président de la République, du CNRD, le programme de refondation et de rectification institutionnelle, à la fois des lois, des institutions, mais aussi des pratiques de gouvernance de notre pays. Ce qui est difficile dans un processus de refondation, c'est l'adhésion de la population. Toute refondation est pénible, toute refondation est douloureuse, parce que les intérêts établis sont si coriaces, si solides et tentaculaires. La refondation vise d'abord à rompre ces intérêts établis au préjudice de la population. Donc, ce qui veut dire tout simplement que ça déconstruit des visions erronées de la société, ça déconstruit des pratiques établies au préjudice de la population. Mais si vous voyez une population mal... C'est au vestibule des sages que le président du Conseil national de la transition a terminé sa visite pour saluer le doyen. Éducation à présent, le système éducatif est souvent considéré comme le moteur du développement d'une nation. En Guinée, cette réalité est d'autant plus pertinente compte tenu des défis auxquels le pays fait face en matière d'éducation, alors que le secteur est reconnu comme essentiel pour le progrès social, économique et culturel. De nombreux acteurs du domaine soulignent les lacunes qui entravent son efficacité. Je vous propose de suivre ce reportage de Fata Traoré et Mamadi Sangaré pour en savoir davantage.
Le système éducatif occupe une place essentielle dans le développement d'un pays sur tous les plans. En Guinée, malgré l'importance cruciale de ce secteur, de nombreuses lacunes persistent dans le système éducatif, touchant tous les niveaux d'enseignement, comme le soulignent ces acteurs engagés dans ce domaine. De nos jours, on remarque que l'éducation guinéenne est à reculons, parce qu'il y a assez de failles que vraiment on va essayer de déterminer à la longue. Bon, et puis la conception de l'idéologie de l'éducation guinéenne est un peu différente que celle des autres pays. Donc il nous faut une remise en question pour faire face à ce fléau en Guinée. Il faut savoir que l'éducation guinéenne rencontre suffisamment de problèmes. Et premièrement, c'est au niveau des formateurs. Il y a une insuffisance au niveau des formateurs. Et à court terme, pour solutionner ça, il faut la formation des formateurs. Et lorsque vous descendez à l'intérieur du pays, vous trouverez assez d'insuffisance au niveau des enseignants. Et lorsque les gens sont recrutés à la base, la majeure partie, les meilleurs professeurs refusent d'aller à l'intérieur du pays. Si nous prenons par exemple la documentation, et nous constatons que les documents utilisés ne sont pas à jour. Le programme qui est utilisé dans 80% des écoles, c'est le programme de 2016. Et ils ont fait des propositions de programme de 2022, mais qui n'est pas encore rentré en ligne de compte. Et donc, il faut que l'UNERAP arrive à prendre ses responsabilités pour mettre les documents à jour. Ces responsables éducatifs, convaincus que le secteur éducatif constitue le socle du développement de tout pays, ont par ailleurs proposé diverses approches de solutions pour améliorer la qualité de l'éducation en Guinée. Lorsque vous descendez à l'intérieur du pays, vous trouverez assez d'insuffisance au niveau des enseignants. Donc pour corriger ça, il faut que le ministère arrive à prendre ses responsabilités en envoyant les gens lors de la mutation, évaluer correctement et faire la part des choses. Il faudrait que les enseignants soient traités de façon correcte. Si nous ne sommes pas traités, on ne peut pas donner des bons cours. On aura la conscience perdue. Donc tout ça, c'est des lacunes, des défis à relever au niveau de l'État. Troisième point, l'État doit équiper les bibliothèques guinéennes, doit occuper les écoles. L'État doit se charger des écoles, tantôt privées comme publiques. Nous ne sommes pas équipés du tout. L'État doit se charger de cela. Et l'État doit faire face comme priorité à l'éducation guinéenne. La priorité ne s'agit pas seulement des autres secteurs. Le premier secteur d'abord à équiper, c'est l'éducation. Il est fondamental de rappeler qu'un système éducatif solide est un pilier indispensable pour le développement social, économique et culturel d'un pays. Les autorités compétentes doivent donc prendre en compte les pistes de solutions suggérées par ces acteurs éducatifs afin d'assurer un véritable progrès du secteur éducatif guinéen. Chaque 20 novembre, l'humanité célèbre la Journée internationale des droits des enfants. La célébration de cette date cruciale est une manière de lutter contre l'injustice et les violences faites aux enfants. Intéressés par le sujet, nos reporters Fatmata Haousaleno et Wandel Kamara sont allés à la rencontre d'un défenseur des droits de l'enfant pour parler de cette journée. Suivez. La date de chaque 20 novembre est célébrée comme Journée internationale des droits de l'enfant. Une façon de combattre les violences et injustices faites à ces tout-petits. Ce défenseur des droits de l'enfant rappelle l'adoption de la déclaration de ces droits par la République de Guinée. Pour parler des droits de l'enfant, la première étape, la première vision qu'on doit d'abord examiner, c'est est-ce que l'État, par notre République de Guinée, tout part de l'adoption des textes fondamentaux concernant la protection de l'enfant. Donc je dis oui pour la Guinée, parce que la Guinée, à l'orée de cette convention, a ratifié cette convention quelques mois après son adoption. La convention date du 20 novembre 1989 et en 1990 déjà, la Guinée a ratifié cette convention. Et en plus de cette convention mère, le protocole additionnel de la convention, la Guinée les a ratifiés. La Guinée, au niveau régional, a ratifié la convention de protection des droits de l'enfant, notamment la Charte africaine des droits de l'enfant au niveau africain. Poursuivant, Mfali Silla déplore la situation des enfants vulnérables, tout en rappelant les mesures de protection qui doivent être prises pour ces derniers. Mais n'a pas aussi manqué de rappeler les rôles que chaque parent doit jouer pour le bien-être de ses enfants. C'est un phénomène social qu'on constate dans plusieurs États. La Guinée n'est pas en marge de cette situation déplorable. C'est des enfants qui sont, comme je viens de l'aborder, dans des situations de vulnérabilité. Donc sur le plan normatif, la loi a prévu la protection
de ces catégories d'enfants. L'article 433 du Code de l'enfant prévoit ces situations de vulnérabilité concernant les enfants. Il y a 15 situations de vulnérabilité, parmi lesquelles on peut citer les enfants victimes de traite, les enfants victimes d'exploitation économique, sexuelle, les enfants de la rue, les enfants dans la rue que vous voyez, les enfants mendiants. En principe, ces enfants-là, si les juridictions pour mineurs ont les moyens de leur politique, ces enfants doivent bénéficier des mesures de protection. Les parents, qu'ils soient des parents biologiques, qu'ils soient des tuteurs, qu'ils soient des représentants légaux, ils doivent assumer leurs obligations. On ne met pas un enfant au monde pour simple plaisir d'enfanter. Il faut prendre des dispositions, il faut s'assurer que les enfants que vous mettez au monde vont bénéficier de la protection. La Journée mondiale des droits de l'enfant a été créée en 1954 et célébrée chaque 20 novembre pour promouvoir le respect et les droits des tout-petits. Je vous le disais dans les titres de cette grande édition d'information, dans la soirée du mardi dernier, un opérateur économique du nom de Alassane Diallo a été kidnappé par des inconnus lourdement armés. Lors de cette opération, un jeune motard a été tué par les ravisseurs. Selon les explications apportées par un témoin oculaire qui suivait ces ravisseurs, d'autres personnes ont été touchées par balle pendant la scène. Marie-Pauline Camara et Mohamed Sangaré pour le reportage. Le quartier Kolomasolo Primo sous le choc depuis la soirée de ce mardi. Alassane Diallo, opérateur économique, a été kidnappé à ciel ouvert par un groupe lourdement armé alors qu'il quittait à la mosquée. Le motard Adama Ba et ses pairs présents sur les lieux ont ainsi décidé de poursuivre ses assaillants. Hélas, des tirs ont retenti et quelques-uns ont payé les frais. Les bandits sont venus nous trouver ici. Ils ont attrapé le monsieur lorsqu'il quittait à la mosquée et il a été trimballé jusqu'au carrefour. Après, on les a poursuivis. Soudain, ils ont commencé à tirer. C'est dans ça que notre ami a trouvé la mort. Ils étaient dans une Ford de couleur cendre. Lorsqu'ils ont commencé à tirer les balles réelles, c'est suite à cela que notre ami a reçu une balle au niveau de la cuisse. Digne d'un film hollywoodien, ces assaillants en compagnie de leurs cibles ont continué leur chemin avec des tirs à balles réelles. De Solo Primo en passant par Koza, toujours pourchassés par d'autres motards, ils ont tiré sur un autre à Petit Simbaya au carrefour, feu rouge. Nous sommes venus ensemble jusqu'au virage Molana. Après, ils ont stationné. Lorsqu'ils ont stationné, moi aussi je me suis caché quelque part. Ils ont voulu tirer sur moi, mais ils n'ont pas fait. Après, ils ont contourné et percuté un motard. Quelques minutes après, ils ont tiré sur un autre motard au niveau de la tête et il est tombé directement dans le caniveau. Il faut rappeler que l'opérateur économique communément appelé Jimo, kidnappé par les ravisseurs, est le patron de Boisson Tropix. En Guinée. Toujours porté disparu sans aucune nouvelle, la famille de l'opérateur économique Alassane Diallo est inquiète après cette tragédie. Sa nièce a fait savoir à travers une interview qu'elle a accordée à notre rédaction. Elles sont au micro de Marie-Pauline Camara et Mohamed Sangaré. Je ne l'ai jamais vu se chamailler avec quelqu'un pour dire qu'il avait des antécédents. Tout ce qu'il avait à faire, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il faisait? C'est de se lever le matin, aller à Madina. Après ça, aller faire ses achats pour les marchandises et autres. Franchement, c'est dans ça, moi je l'ai connu, depuis toute petite. Là, franchement, tout ce que je peux dire, c'est d'appeler au secours, qu'on nous aide, parce que le kidnapping, c'est quand même pas facile à vivre. Tu ne peux pas dormir, tu ne sais pas est-ce que la personne vivant ou pas, tu sais pas. Alors c'est vraiment triste et douloureux en même temps. Justement, l'inquiétude devient très grandissante dans la capitale guinéenne. Des séries d'enlèvements, des assassinats et d'autres crimes graves sont souvent commis en pleine journée. Cette situation laisse perplexe et soulève des questions sur l'efficacité des dispositifs sécuritaires. Un acteur de la société civile s'est prononcé sur le sujet. Bintou Touré et Alassane Simaka sont allés plus en détail. Suivez.
Le phénomène d'insécurité et la criminalité en bande organisée prennent une ascension inquiétante ces derniers temps en Guinée et dans le Grand Conakry. La montée en puissance des délits et crimes dans la capitale, notamment les vols à main armée, les assassinats, la consommation de la drogue et leurs dérivés sont des faits vécus au quotidien par les citoyens. Cet acteur de la société civile exprime une vive préoccupation. Bon, écoutez, je pense que la récurrence de l'insécurité en Guinée, on n'en finira pas d'en parler. Et surtout dans la période où nous vivons, c'est devenu très inquiétant. Parce qu'aujourd'hui, nous enregistrons des enlèvements, des kidnappings et même des assassinats à domicile. On a vu ça avec tout récemment le richissime du côté de Symphonia, si je ne me trompe, où c'est Yataya qui a été victime. Et il y a des disparitions aussi. Même là, en pleine journée, des fois, on n'est pas en sécurité. Donc moi, la problématique doit être relancée et il faut revoir qu'est-ce qu'il faut pour que la donne change à travers notamment des initiatives venant à la fois des forces de l'ordre, du ministère de la Sécurité, avec la contribution des citoyens. La sécurité est un droit fondamental. C'est pourquoi Ibrahima Aminata Diallo invite les autorités guinéennes de redoubler d'efforts pour mettre fin à ce genre de phénomène en Guinée. Pour mettre fin à ça, je pense qu'il faut un contrôle strict. Non seulement dans la capitale, parce que Conakry, une fois que quelqu'un rentre ici, c'est fini, on ne contrôle personne. Il faut procéder à des contrôles nocturnes. Il faut accompagner des citoyens quand ils sont en danger. Et vous rencontrez quelqu'un, s'il n'a pas de carte d'identité, il n'a pas d'identifiant, il faut l'envoyer, vous le garder jusqu'au petit matin pour chercher à connaître qui il est, pour connaître sa moralité. Aujourd'hui, vous allez voir que Conakry est rempli de fous. Est-ce que c'est des fous? Et on se pose la question. Donc, je pense qu'il faut mettre en place une stratégie, un mécanisme, afin que les citoyens se sentent en sécurité, en mettant en place notamment une chaîne de communication au niveau des quartiers, on remonte jusqu'au niveau du sommet de l'État, je vais dire du département de la sécurité, afin que chaque fois qu'il y a des incidents dans un endroit ou des coups de feu, que l'information soit remontée, qu'on sache qui a fait, qui est en train d'utiliser. Quand on arrête quelqu'un avec des armes, il n'est pas autorisé à porter l'arme, mais qu'on le défaire. Pour rappel, Conakry traverse une période très inquiétante, marquée surtout par la recrudescence de l'insécurité. Ainsi s'achève ce journal à tous et à toutes. Merci de l'avoir suivi. À demain, mais avant, prenez soin de vous. Bonsoir chez vous.